Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au JT de 13 heures. Alors j'ai l'immense honneur de remplacer Claire Chazal qui malheureusement est un petit peu souffrante. Aujourd'hui sur notre plateau, nous accueillons Monsieur Florian Tournois, un géologue qui travaille sur le tungstène, également sur la thèse de l'hydrodynamique des modèles métallogéniques périgranitiques à étain tungstène, étude de l'hydrodynamisme de Panasquera. Alors cette thèse est supervisée par Monsieur Gaëtan Launay qui malheureusement n'est pas là, il est en déplacement, et qui lui-même est dirigé par son supérieur, Monsieur Stanislas Cizaré. Monsieur Florian Tournois, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le tungstène? Alors, le tungstène, c'est très simple. C'est un métal très dense. Il est 19 fois plus dense que l'eau. Il est aussi très corrosif. Non, pardon. Il résiste très facilement à la corrosion. On l'utilise donc pour le forage. Il a aussi un point de fusion très élevé. On l'utilise donc pour les filaments d'ampoule, car il ne fondra pas. On l'utilise aussi, par exemple, pour des revêtements externes de modules spatiaux, car la température augmente très vite. On l'utilise aussi dans un revêtement interne d'un réacteur de fusion nucléaire qui est encore expérimental. Mais expliquez-nous, pourquoi faites-vous des recherches sur ce fameux métal? Eh bien, en France, il est dit critique. C'est-à-dire que sa consommation est largement supérieure à son approvisionnement. On peut voir aussi sur le graphique en bas à gauche que sa consommation augmente et continuera d'augmenter au fur et à mesure du temps. On voit aussi sur le graphique au milieu que la consommation mondiale et la production mondiale de tungstène est monopolisée à plus de 50% par la Chine. On cherche donc à concurrencer les Chinois, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, où peut-on trouver le tungstène? Alors, le tungstène, on le trouve évidemment dans la nature, plus précisément dans la croûte continentale. Il est présent dans les minéraux de wolframite et de scheelite, mais nous nous intéressons surtout à la wolframite. Vous venez de dire qu'on trouve les gisements de wolframite près des granites. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un granite? Alors le granite, c'est une roche magmatique grenue formée par la formation d'un refroidissement lent d'un magma en profondeur. Le magma est formé lors d'une subduction ou encore d'une collision continentale. La subduction est par exemple une plaque océanique qui passe en dessous une plaque continentale. Dans votre thèse, vous parlez d'hydrothermalisme. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Alors l'hydrothermalisme, c'est une circulation souterraine d'eau chaude riche en métaux à travers un milieu perméable. Pour ceci, il faut 3 paramètres indispensables. Il faut de l'eau, il faut une source de chaleur qui est le moteur de la circulation, il faut aussi une zone perméable qui achemine le fluide, et on retrouve ces 3 paramètres dans le système granitique. On peut donc dire que l'hydrothermalisme du granit est propice à la formation de gisements. Bien, Monsieur Florian Tournois, merci pour ces précisions. À présent, on se retrouve dans un tout autre pays, le Portugal. Nous avons envoyé notre reporter spécial, Jérémy Namsavang, afin de faire une interview à un autre géologue, en collaboration avec Monsieur Florian Tournois. C'est parti. Alors oui, je suis en compagnie de Bénard Le Serre Hicham. Bonjour. Alors pour commencer, quelle est la particularité du lieu sur lequel vous travaillez? Eh bien, je travaille sur le site mini de Panasquera, qui est un site dit hercynien, de la même famille que la chaîne hercynienne qui s'est développée il y a environ 300 millions d'années, suite à la supercollision entre 2 gros continents. Pouvez-vous nous apporter plus de précisions sur le site de Panasquera? Eh bien oui, le site de Panasquera est approximativement situé au centre du Portugal. Il a d'ailleurs la particularité de posséder un granit souterrain, lequel est traversé par plusieurs veines plates remplies de wolframite qui est un dérivé du tungstène. Vous parlez de veines plates, mais d'où viennent-elles? Eh bien, ces veines sont sûrement dues à l'altération hydrothermale, ce qui signifie que le granit a sûrement vu arriver du fluide. Très bien. Quels sont vos objectifs de la thèse? Eh bien, tout d'abord, nous allons tenter d'établir les relations génétiques entre la coupole et la minéralisation en tungstène. Ensuite, nous essayerons de déterminer le rôle de la coupole dans l'altération hydrothermale. Et comment allez-vous procéder? Pour cela, nous observons différents échantillons de minerais que nous décrirons ensuite pour établir les différentes étapes de l'altération hydrothermale. Donc, entrons dans le vif du sujet. En quoi le granit est-il altéré? Eh bien, comme vous pouvez voir sur notre diapo, à gauche, nous avons un granit sain, composé essentiellement de biotite, de quartz,
de feldspath, plagioclase et potassique. Ensuite, le granit voit arriver du fluide. Des dépôts de sulfure et de la muscovite commencent à s'accumuler. Les feldspaths et la biotite commencent à disparaître. Quant au quartz, il reste en même quantité. Et pour finir, à droite, nous avons un granit complètement altéré qui a été mangé par le fluide, où il ne reste plus que des dépôts de sulfure et de la muscovite. Tout à l'heure, vous avez parlé de fluide, mais de quelle manière ce fluide circule-t-il dans le granit? Cela est sûrement dû à une fracture qui a permis au fluide d'entrer dans le granit. Ensuite, des pores se sont développés. En résumé, le granit a agi comme une éponge. Tout d'abord, pour mieux comprendre, quels sont les composants du granit? Eh bien, le granit est principalement composé de feldspath, potassique et plagioclase, de quartz, de biotite et enfin de muscovite. Donc, en somme, que provoque l'altération sur le granit? Alors, l'altération sur le granit provoque la transformation du feldspath en muscovite. Ensuite, elle provoque aussi la transformation de la biotite en chlorite et parfois en muscovite. Le quartz, lui, reste toujours comme il est, à la base. Donc, eh bien, merci pour ces informations très pertinentes. Nous allons maintenant revenir sur le plateau avec Thomas Raphaël. Un reportage signé Jérémy Namsavang. Monsieur Florent Tournois, vous êtes avec nous? Bien sûr. Très bien. Pouvez-vous nous récapituler un petit peu ce que vient de dire votre collègue pour éclairer les téléspectateurs? Alors c'est simple. Au début, le granit est composé de quartz, de feldspath potassique et plagioclase, ainsi que de biotite. Au fur et à mesure de son altération, au fur et à mesure que du fluide arrive dans le granit, le feldspath potassique, plagioclase et la biotite disparaissent. La chlorite arrive, mais disparaît très rapidement. À la fin, on ne retrouve que du quartz, de la muscovite, quelques sulfures et des pores qui sont des trous. Et pour clôturer cette interview, pouvez-vous nous dire quelles sont les perspectives apportées par votre thèse? Nous voudrions savoir pourquoi et comment les fluides ont circulé d'un coupole granitique alors que c'est une roche imperméable. Et enfin, si cette thèse est approuvée, on pourra maintenant chercher du tungstène près des apex, qui est largement plus simple à détecter que des veines plates. Bien, nous vous remercions de votre présence sur notre plateau ainsi que vos explications. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Nous tenions particulièrement à remercier toute l'équipe Édifice, et particulièrement M. Gaëtan Launay qui nous a particulièrement bien aidés lors de cette étude et de la fabrication de ce diaporama. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Des questions à Claire Chazal. Non, moi j'ai... Ah, oui. Quelqu'un veut... Oui. La question, c'est pourquoi vous avez choisi de présenter ça comme un journal télévisé? Pourquoi un journal télévisé? Tout simplement parce qu'en fait, au début, on n'avait pas trop d'idées pour présenter, on voulait juste réciter un petit peu, faire se présenter et tout. Sauf qu'après, il y a notre prof principal, Madame Renard, qui nous a dit « Ouais, il faut trouver un truc original ». Et donc voilà, on a eu cette idée de journal télévisé. Voilà. Et elle vous a dit c'est pas sorcier, il faut trouver une idée originale. Elle vous a dit c'est pas sorcier, il faut trouver une idée originale pour la présentation. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. Non mais moi bon j'ai pas de question autre que l'expression du fait que je suis depuis quelques années en contact assez étroit avec des géologues. Je suis toujours émerveillé par leur capacité à voir le terrain, à le comprendre, et puis à connaître toutes les roches. Là, vous avez parlé de roches de nature très différente. On vous a un peu expliqué, au-delà du vocabulaire, ce que sont ces roches. Et c'est ce que vous avez envie de connaître, peut-être. En gros, les types de roches, ça? Oui. Oui, on a vu les roches plutoniques, volcaniques et tout. Et, voilà, comment le granit il se forme en profondeur et tout, il cristallise lentement. Et les roches volcaniques sont expulsées très vite, c'est qui du coup n'ont pas le temps de cristalliser et sont toutes moches. Voilà. Et c'est sympa à voir, je pense. Ok, merci.